Imaginez cette scène électrique. Un guerrier noir à l'afro monumental, campé aux côtés de Bruce Lee, déchaînant des coups de pied qui font trembler les salles du monde entier. En 1973, Jim Kelly devient la première superstar des arts martiaux noirs que Hollywood ait jamais osé mettre en lumière. Les studios se l'arrachent, les cinémas explosent, la presse le couronne avenir du 7e art. Pourtant, 5 ans plus tard, il s'évapore sans laisser de traces. Aucun scandale, aucune chute spectaculaire, aucun adieu. Juste le vide. Quel feu intérieur a poussé cet astre en pleine ascension à tourner le dos à la gloire au sommet de sa puissance? La réponse va fissurer tout ce que vous pensiez savoir des coulisses d'Hollywood. Si ce mystère vous saisit déjà, abonnez-vous, likez la vidéo et laissez un commentaire pour ne rien manquer de son histoire. Pour comprendre ce départ fracassant, il faut remonter aux racines d'un garçon né le 5 mai 1946 à Paris, Kentucky. Loin de tout romantisme, cette petite ville du Deep South étouffe encore sous les panneaux réservés aux Blancs et les regards qui obligent les familles noires à raser les murs. Jim grandit en voyant son père s'user dans une usine, tandis que sa mère fait tourner une modeste entreprise de service pour la marine. Ils n'ont presque rien, mais ils ont une fierté inoxydable, celle-là même qui deviendra son armure et son fardeau le plus lourd à Hollywood. L'école est un champ de mines. Camarades moqueurs, enseignants qui l'ignorent, au lieu de plier, il se sculpte un corps de fer. Course à s'en brûler les poumons, altère jusqu'à la douleur aveugle, il transforme sa chair en bouclier contre un monde qui veut le voir faible. Au lycée, il domine football, basket, athlétisme et même tennis. Son talent lui offre ce qui reste rarissime pour un jeune noir des années 60, une bourse à l'université de Louisville. L'espace d'un instant, le rêve américain semble à portée de main. Puis, la réalité explose. Pendant un entraînement, le coach humilie publiquement un joueur noir avec une insulte raciale que personne n'aurait dû entendre. Kelly reste figé, voit s'effondrer en une seconde tout ce en quoi il croyait. Mérite, justice, effort. Le soir même, il boucle ses bagages et quitte le campus pour toujours. Plus tard, il dira simplement « S'il pouvait mépriser quelqu'un pour la couleur de sa peau, je n'avais rien à faire là-bas. » Il renonce au rêve américain pour trouver quelque chose de plus grand. Le karaté surgit comme une porte qui s'ouvre sur la liberté. Après son départ, il entre dans un petit dojo de Lexington. Pour la première fois, la couleur de peau n'existe plus. Seul compte la sueur, la discipline et le respect de ceux qui tombent et se relèvent. Il plonge corps et âme dans le style Okinawan Shaolin Ryu, axé sur vitesse et précision. Sous la guidance de maîtres comme Parker Shelton et Gordon Dover-Sola, il s'entraîne avec une fureur sacrée. 8 heures par jour, os cassés, articulations gonflées, poings en sang. Il ne s'arrête jamais. En 1971, à 25 ans, il débarque aux internationaux de karaté de Long Beach, le plus grand tournoi américain. Seul combattant noir au milieu d'une marée adverse, il les balaie tous et décroche le titre mondial des poids moyens. Ce trophée n'est pas qu'un objet en or, c'est la preuve éclatante qu'il a vaincu un système construit pour l'écraser. Il ouvre alors son propre dojo en Californie, enseignant non seulement les techniques, mais aussi une prière indestructible. Acteurs, athlètes et célébrités affluent, attirés par son magnétisme. Personne ne mesure encore qu'entre ces murs modestes se forge la première icône noire des arts martiaux hollywoodiens. Si ce combat intérieur vous touche, abonnez-vous et likez pour rester avec lui jusqu'au bout. Des regards puissants se tournent déjà vers lui. Warner Bros est en crise sur son grand film d'arts martiaux international, Opération Dragon. Bruce Lee est la star, mais un second rôle vient d'être supprimé en pleine production. Il faut un remplaçant immédiat, un vrai combattant, une présence impossible à fabriquer. Le nom de Jim Kelly circule. Il entre dans la salle d'audition, 1,88 m de puissance, épaules larges, afro auréolé de lumière, regard tranchant. Pas de démonstration longue, une seule réplique, ce demi-sourire légendaire, cela suffit. Bruce Lee acquiesce. Le réalisateur Robert Klaus dira plus tard qu'il portait ce que Hollywood ne peut enseigner, l'aura d'un homme qui s'est battu pour vrai. Quand Opération Dragon déferle sur les écrans, les yeux du monde sont rivés sur Bruce Lee, mais Jim Kelly irradie d'une flamme unique. Dans la peau de Williams, fier artiste martial noir et libre, il ne joue pas, il est lui-même. Un homme noir debout dans un monde blanc.
Son personnage devient le symbole d'un pouvoir noir à une époque où le cinéma américain offrait rarement aux hommes noirs le rôle de héros. Bruce Lee sent en lui une étincelle rare. Il veut tourner un autre film où ils seraient tous deux tête d'affiche face à face. « Jim, on va faire un autre film. Reviendras-tu à Hong Kong avec moi ?» Mais Bruce disparaît avant de tenir sa promesse. Hollywood ne lui donnera jamais cette chance une seconde fois. 1974 explose. Black Belly Jones envahit les salles avec son funk, sa vitesse, son assurance, puis Les Trois Durs à cuire, où Kelly partage l'affiche avec Fred Williamson et Jim Brown, trois hommes noirs anéantissant une organisation suprémaciste blanche. Les spectateurs noirs se précipitent. Pour la première fois, ils ne sont plus les chassés, ils sont les vainqueurs, ils sont les vaincus. Il enchaîne avec Hot Potato, Black Samurai, Death Dimension. Même quand les scénarios sont légers, son image reste gravée. Afro imposant, coup de pied tournoyant comme une lame, sourire glacial qui dit « on ne me brisera pas ». Il devient le visage du kung-fu noir américain. Pourtant, une ombre le suit. Les médias le baptisent sans relâche le Bruce Lee noir. Cela ressemble à un compliment, mais Kelly entend le sous-texte. Tu n'es pas l'original, seulement la version de remplacement. Il respecte Bruce comme un frère, mais cette étiquette l'efface. « Je ne veux pas être le Bruce Lee noir », dit-il calmement, « je veux être Jim Kelly ». Il avouera plus tard sa plus grande frustration sur Opération Dragon. Il n'a jamais pu montrer son propre style de combat. C'était le film de Bruce, il l'acceptait, mais il savait être retenu. Hollywood lui avait donné un avant-goût de la gloire, uniquement selon ses propres règles. Si cette ascension vous captive, abonnez-vous et likez pour découvrir ce qui va tout faire basculer. Vers la fin des années 1970, le vent tourne brutalement. L'ère de la blaxploitation, qui avait fait des héros noirs des icônes de résistance après les droits civiques, est soudain condamnée par les critiques blancs comme une violence vulgaire exploitant la douleur noire. Les grands studios, Warner Bros, MGM, American International Pictures, se retirent complètement. Les stars qu'ils avaient portées au firmament, Pam Grier, Fred Williamson, Jim Brown et Jim Kelly, se retrouvent abandonnés. Hollywood entre dans l'ère Reagan, obsédé par des sauveurs blancs. Stallone dans Rocky et Rambo, Schwarzenegger dans Conan et Terminator, les acteurs noirs retournent au second rôle, au comique ou à la mort rapide. Kelly sent le changement dans chaque scénario. Après ses succès, il attendait des rôles plus profonds. Il ne reçoit que des clichés usés, le dur noir, le bagarreur blagueur, des coquilles vides. Après quelques pages, je savais ce qu'il voulait, confie-t-il en 1982. Il ne cherchait pas un acteur, mais un symbole. Et je refusais d'être leur symbole plus longtemps. Il commence à refuser. Plus de flics noirs misérables, plus de personnages servant seulement à faire briller le héros blanc. Dans Ebony, il tranche. Si le rôle n'a pas d'âme, je ne le prends pas. Je n'ai pas besoin d'argent au point de me ridiculiser. Cette fierté lui vaut d'être étiqueté difficile. Les réalisateurs murmurent, les rumeurs enflent. Il aurait été discrètement placé sur la liste noire officieuse de Hollywood, ce registre invisible où finissent ceux qui osent dire non. Aucun papier ne le prouve, mais après 1978, son nom disparaît des castings. Tandis que les années 80 déferlent avec Piège de cristal, L'arme fatale, Top Gun et leurs vedettes blanches, les pionniers noirs des 70s sont oubliés. Kelly, lui, choisit une autre voie, les cours de tennis. Le tennis devient son second art martial. À 40 ans, il concourt sur le circuit senior américain et se classe parmi les 10 meilleurs de Californie. Les commentateurs sont stupéfaits par son service dévastateur et sa mobilité encore foudroyante, héritée des combats. Un journaliste plaisante, la balle semble s'envoler de sa raquette comme si elle craignait un coup de pied. Personne sur le court ne sait que cet homme grand aux boucles souples a partagé l'écran avec Bruce Lee. Kelly n'en parle jamais. Il vit avec une discipline de fer. Réveil tôt, entraînement, cours de tennis au club local, alimentation saine, zéro alcool, zéro cigarette. Il conduit une vieille Porsche 911 et ne se vante jamais. Quand on lui demande pourquoi le tennis plutôt que Hollywood, il sourit. Sur le court, personne ne se soucie de qui tu es. Seul compte si la balle passe le filet. J'aime ça. Le tennis lui offre enfin ce que Hollywood lui avait toujours refusé. Une pure équité. Si ce choix radical vous bouleverse, likez et abonnez-vous pour vivre avec lui ces dernières années.
Dans les années 90, il s'installe à San Diego et ouvre discrètement le Kelly Tennis Club, donnant des leçons à des adolescents et des seniors. Aucune publicité, aucun réseau social, aucune photo dans la presse. Pendant près de 30 ans, il s'efface presque complètement. Quand son nom surgit, les nouvelles générations ne retiennent que le type cool d'Opération Dragon, ignorant qu'il est toujours vivant et qu'il continue de s'entraîner chaque jour. Ceux qui le croisent à San Diego le décrivent tous pareil. Démarche altière, boucles intactes, même demi-sourire, même regard calme et profond. Il reste cool, mais d'une coolitude plus silencieuse, plus intérieure. Lorsque les lumières de Hollywood s'éteignent, Jim Kelly ne court pas après elles. Il se retire dans l'ombre comme s'il n'avait jamais illuminé ses affiches flamboyantes. Sa vie devient enfin ce qu'il a toujours voulu, la sienne. Au début des années 2010, un cancer est diagnostiqué. Le type reste privé. Seule sa femme, Marcia Bentley, et quelques proches savent. Le 29 juin 2013, à 67 ans, il s'éteint paisiblement chez lui, en Californie. Marcia publie une courte déclaration. Jim est parti en paix. Il a vécu comme il le souhaitait, fort, discret et libre. Même dans la mort, les rumeurs le poursuivent. Étouffement pendant un exercice, AVC soudain. Seuls les grands journaux publient l'information officielle et la vérité éclate. Il combattait le cancer en silence. Sa femme doit intervenir pour clarifier. Aucun étouffement, départ paisible, entouré de ses siens. Cette rumeur infondée résume toute sa vie. Il était si discret que le monde dut inventer du bruit pour comprendre son départ. La nouvelle sidère les fans partout. Les réseaux s'enflamment d'incrédulité. Je pensais qu'il était toujours quelque part, juste sans tourner. Pour beaucoup, il n'est pas parti. Il s'est simplement éclipsé de l'écran une dernière fois, s'entraînant ailleurs, attendant le bon rôle. Mais cette fois, le silence est éternel. Les plus grands journaux lui rendent hommage. The Hollywood Reporter, Los Angeles Times, The Guardian. Roger Ebert écrit « Jim Kelly n'était pas qu'un acteur, il était une déclaration de vie, le symbole d'une génération d'hommes noirs qui refusaient d'être enfermés. » Ces articles sont sobres, sincères, emplis de tristesse. Parce que sa mort ne signe pas seulement la perte d'un homme, elle referme une ère où un acteur noir pouvait enfin se tenir droit à l'écran et dire « Je ne veux être personne d'autre, je suis moi ». La vérité est dure à entendre. Jim Kelly fut une légende oubliée de son vivant. Non pas par manque de talent, non par échec, mais parce qu'il était né trop tôt. Dans le monde d'aujourd'hui, où des acteurs comme Denzel Washington, Michael B. Jordan ou Chadwick Boseman sont des icônes planétaires, il aurait été immortel. Mais dans les années 70, l'Amérique n'était pas prête pour un homme aussi intelligent, fier, indépendant et maître de son art. Hollywood ne savait quoi faire d'un noir beau, sûr de lui, expert en arts martiaux et refusant de baisser la tête. Alors elle l'a ignoré. Quand il a lancé son premier coup de pied à l'écran, il ne combattait pas seulement le méchant du film, il affrontait tout un système qui voulait maintenir les hommes noirs dans des rôles rassurants. Faire valoir, clown, victime sacrifiée. Il n'a jamais souri pour plaire, il ne s'est jamais excusé d'exister. C'est pourquoi dans le même film, Bruce Lee et Jim Kelly ont connu des destins opposés. L'un éternel, l'autre effacé. Pourtant, ce qu'ils n'ont pas pu effacer reste intact. Jim Kelly n'est pas mort en star déchu. Il a quitté la scène comme un combattant qui sait son match terminé. Sans drame, sans spectacle, juste une révérence silencieuse à la vie, puis le départ. Il fut le premier à infuser l'esprit authentique des arts martiaux dans le cinéma américain. Mais son vrai légat ne se trouve pas dans les coups de pied aériens ni dans les poses stylées. Il réside dans la fierté, la dignité et le silence face aux préjugés. Dans un Hollywood accro au bruit, il a choisi de vaincre par le calme. Et ce calme l'a rendu immortel. Aujourd'hui, chaque fois qu'un acteur noir se tient droit à l'écran avec assurance, chaque fois qu'un combattant entre sur le ring sans demander la permission d'être lui-même, on voit encore l'empreinte de Jim Kelly. Il n'a pas besoin de statue. Il est la statue pour tous ceux qui n'en ont jamais eu. Au bout du compte, Jim Kelly n'a pas eu besoin de Hollywood pour prouver sa valeur. La manière dont il est parti, serein, fier, sans une seule plainte, fut son coup final. Le dernier mouvement d'un combattant qui avait déjà gagné dans le silence. Jim Kelly a vécu et s'est éteint selon ses propres règles. Et voilà un héritage qui mérite d'être honoré.
Si ce récit vous a touché ou fait découvrir un pan caché de l'histoire, abonnez-vous, likez la vidéo et dites en commentaire quelle autre icône oubliée vous aimeriez voir mise en lumière.